à cette loi, comme nombre de mes collègues sociologues, anthropologues et historiens que vous avez déjà entendus, notamment Irène Théry, et comme d'ailleurs 1200 psychanalystes qui viennent de se prononcer très courageusement en faveur de cette loi. Ce qui veut dire d'ailleurs que le milieu est divisé. Je peux comprendre, bien sûr, que les religieux avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler puissent évidemment souffrir de cette loi. Souffrir parce que, pour eux, la question du mariage est sacrée, ils ont une vision immuable, essentialiste de la famille, selon laquelle le père reste le substitut de Dieu, et la différence biologico-anatomique des sexes, le fondement de tout droit de la famille. Et pourtant, ils s'adaptent assez bien, finalement, et quoi qu'ils en disent, et ça viendra, à ce qu'est le mariage et son évolution au sens laïque. Mais de la part de spécialistes du soin psychique s'occupant d'enfants en détresse ou de familles perturbées, cela me semble assez incompréhensible. Notamment quand on se réclame aussi de ce que fut et de ce qu'est dans l'histoire de la psychanalyse la conception freudienne de la famille. Freud n'a pas cessé de parler de la famille dans toute son œuvre. Jamais et à aucun moment on ne trouvera dans l'œuvre du fondateur de la psychanalyse ce qu'une partie de ses héritiers prétendent y trouver aujourd'hui. Le mariage homosexuel serait la fin et le déni de la différence des sexes, un malheur pour les enfants, condamnés à avoir des parents pervers, condamnés à être sans domicile filiatif, sans loi du père séparateur. Non. Freud ne considérait pas que les homosexuels étaient des êtres à part. Et en son temps, il a manifesté clairement sa volonté de dépénaliser cette forme de sexualité. Non seulement il ne pensait pas un instant que la famille puisse reposer sur le primat de la différence biologique des sexes, puisque celle-ci relève de l'évidence et non pas d'une construction. Et enfin, il a accepté dans sa vie que sa fille, Anna, élève les enfants de sa compagne, et il a considéré qu'il s'agissait là d'une famille comme une autre, et il l'a adoptée en quelque sorte. Ce sont ces mots. Donc, ne faisons pas dire à Freud ce qu'il n'a jamais dit, sauf à sombrer dans un anachronisme que tout historien se doit de critiquer. Bien entendu, il ne pensait pas aux familles dites homoparentales. En réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est non pas à une révolution qui conduirait à la disparition de la famille, mais à une évolution qui nous a tous frappés, qui au contraire vise à la pérenniser. Le désir des homosexuels d'entrer dans l'ordre procréatif, c'est-à-dire dans l'ordre familial dont ils avaient été exclus, ce désir de leur normativité de leur part que l'on observe depuis une trentaine d'années, est en réalité la conséquence de la dépénalisation de l'homosexualité dans les sociétés démocratiques, mais aussi de cette hécatombe qu'a été le sida. Vouloir se reproduire en étant inscrit dans l'ordre familial, c'est aussi un désir de vie et un désir de transmission. Et c'est cette aspiration à la normalité qui dérange aujourd'hui les opposants à la loi, car au fond, si je leur accorde qu'ils ne sont pas homophobes, ils souhaiteraient conserver aujourd'hui l'image de l'homosexuel d'autrefois, l'homosexuel maudit, incarné par Marcel Proust et par Oscar Wilde. À leurs yeux, l'homosexuel doit rester cliniquement pervers, c'est-à-dire hors de l'ordre procréatif. Nous savons que l'éventail des cultures est pourtant assez large pour permettre une variation infinie des modalités de l'organisation familiale. Autrement dit, il faut bien admettre que c'est à l'intérieur des deux grands ordres du biologique, différence des sexes qui, à aucun cas, n'est nié dans la loi, et du symbolique, prohibition de l'inceste et autres interdits, que se sont déployés pendant des siècles non seulement les transformations propres à l'institution familiale, mais aussi les modifications du regard porté sur elle au fil des générations. Une fois cette définition admise, il faut revenir sur la question historique. Alors, c'est évidemment avec l'avènement de la bourgeoisie qui a accordé à la maternité une place centrale que s'est développé le nouvel ordre familial que nous connaissons. Et évidemment au prix d'une mise en cause de l'ancienne puissance patriarcale. Et c'est bien de ce déclin dont Freud se fit le témoin et le principal théoricien
que naquit un processus d'émancipation qui a permis aux femmes d'affirmer leurs différences, notamment en séparant maternité, désir et procréation, et en voulant accéder au travail. C'est ce qui a permis aussi aux enfants d'être regardés comme des sujets, et non pas comme des imitations des adultes, mais aussi aux homosexuels de se normaliser et de ne plus être regardés comme des pervers. Il est vrai que ce mouvement a généré une angoisse et un désordre spécifique, lié à la terreur de l'abolition de la différence des sexes, qui revient aujourd'hui, avec au bout du chemin toujours la perspective d'une dissolution de la famille. Je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, on redoutait en effet que les femmes, en travaillant, ne deviennent des hommes et que soit déjà abolie cette fameuse différence des sexes. Mais ce qui fonde la famille, sur le plan anthropologique, ce n'est pas seulement la différence biologique des sexes, laquelle n'implique d'ailleurs pas l'existence forcément d'un père réel ou d'une mère réelle, mais de substituts. Mais c'est aussi et surtout la prohibition de l'inceste et la nécessité de l'échange. Il faut des familles pour que la famille existe et il faut la prohibition pour assurer ce qui nous différencie du monde animal, c'est-à-dire le passage de la nature à la culture. Je vous renvoie aux travaux de Claude Lévi-Strauss qui était évidemment favorable à cette évolution de la famille. Et que je